bonjour à tous. Bravo d'être là, de n'avoir rien lâché, d'être debout. En réalité, lorsque nous avons organisé ce rassemblement, nous avions une raison principale d'être là, c'est la loi Covid, qui doit être débattue et votée aujourd'hui. Mais c'est ajouté une deuxième raison, une motion de censure contre le gouvernement. Et nous pensons que la Macronie mérite 1000 fois d'être censurée, 10 000 fois, 100 000 fois. À partir du moment où le gouvernement voudra à nouveau rétablir passe sanitaire ou passe vaccinal, on sera contre. Si c'est un projet qui permet de donner les moyens de suivre et prévenir l'épidémie, oui. Si c'est un projet qui atteint, et pour l'instant ce n'est pas le cas, mais on est très attentif à restreindre à nouveau les libertés des Français individuels et collectifs, ce sera non de notre part. Par rapport justement à l'efficacité du pass, du vaccin, quel est votre avis ? Alors l'efficacité du pass vaccinal a montré ses limites. Hein. On a eu des propositions qui ont été et des décisions qui ont été un peu contradictoires tout au long de la pandémie. On voit que finalement les mesures qui ont été prises n'ont pas été forcément efficaces, que ça n'a pas fait reculer l'épidémie et donc évidemment on sera vigilant à toutes ces mesures qui seront jugées utiles ou non. C'est une victoire pour l'Assemblée nationale cette fois-ci. Et est-ce que vous avez senti vraiment un changement à l'Assemblée nationale ? Ah oui, mais c'est une certaine victoire. Effectivement, on rentre en nombre ici dans cet hémicycle et on sera ici pour se battre pour l'ensemble des Français. Écoutez, je crois que nos compatriotes ont assez mal vécu finalement la manière dont la majorité sortante, enfin qui n'est plus majorité maintenant puisqu'elle est minoritaire, mais en tout état de cause, a traité cette affaire du pass sanitaire et de la manière dont les choses se sont passées lors du mandat précédent. Donc je pense qu'il faut être très prudent sur ces questions. Aujourd'hui, on est attendu sur ce premier texte qui est finalement proposé aux députés. J'ai un a priori assez négatif sur la manière dont les choses sont présentées par le gouvernement, sur le fond comme sur la forme, mais je pense qu'un certain nombre de parlementaires auront aussi à cœur de s'exprimer lorsque le projet sera dans quelques jours discuté dans l'hémicycle. Mais j'ai plutôt un a priori négatif sur ce texte. Et selon vous, est-ce que ce pass est efficace ? Mais écoutez, il a prouvé il y a quelques mois qu'il n'a pas du tout été efficace. Ce pass, il faut dire les choses. Ça n'a absolument pas empêché, en tous les cas, une propagation de la maladie. Moi, j'estime que la responsabilité individuelle de chaque citoyen, et je le vois d'ailleurs dans les transports, aujourd'hui, le masque n'est pas obligatoire et on voit un certain nombre de nos concitoyens faire preuve de prudence à l'occasion de ces différents déplacements, même en ville ou dans le métro, dans les lignes de bus, etc. Donc je crois énormément à la responsabilité individuelle des citoyens. Je ne suis pas du tout dans une démarche collective, je ne suis pas du tout un libéral non plus. Je crois en la parole de l'État et l'État doit être un régulateur et en tous les cas quelqu'un qui initie une démarche. Mais nos concitoyens aujourd'hui sont très méfiants par rapport à ce qui s'est passé avec ce pass sanitaire. J'ai vécu 5 ans difficiles lors de la mandature précédente avec la majorité parlementaire qui n'a absolument pas écouté les oppositions. Là, j'entends bien agir avec le groupe Les Républicains pour faire en sorte que nous soyons davantage écoutés. Ça n'a pas trop bien commencé puisque sur le projet de loi pouvoir d'achat, le gouvernement a sorti un certain nombre de mesures sans se concerter avec nous. Je trouve ça un petit peu dommage parce que quand on cherche à avoir une majorité, je crois qu'il est bien en amont de pouvoir échanger, de discuter. On voyait encore les propositions hier du ministre Le Maire sur le fait de faire payer l'énergie en fonction des revenus des citoyens. Je trouve ça particulièrement scandaleux. Nous n'avons absolument pas été ni sollicités, ni écoutés, ni entendus, ni dans le cadre d'un moment d'échange avec le gouvernement. Je trouve ça vraiment dommage parce que là, en réalité, si le gouvernement veut faire monter les Français contre le pouvoir en place, c'est vraiment le bon moyen qu'il a choisi pour le faire. Donc je regrette pour l'instant cette méthode. Voilà, donc ça fait 3 ans, bientôt 4 ans, là, au mois de novembre, le 17 novembre 2018, ça fera 4 ans qu'on est là, qu'on se bat toujours pour les mêmes choses, contre la même personne, parce qu'il a été réélu,
contre le RIC, l'augmentation de l'essence, du gaz, de l'électricité, tout qui augmente l'économie, les gens qui n'ont pas de sous pour manger. Il faut savoir, hier, une mère de famille m'a demandé 1 € pour manger alors qu'elle était avec son petit en poussette parce qu'elle n'avait pas de sous. Et contre ça, et puis contre le Covid, contre le vaccin, contre le système qui veut nous imposer avec le pass sanitaire, nous obliger à avoir le pass pour marcher et pour vivre. Et non, c'est pas normal. En 2022, c'est pas normal que les gens soient dans la rue, qu'ils se dorment dans la rue, alors que quand il y en a un, quand il est passé président, il a dit « moi demain, il n'y aura plus personne dans la rue ». Et il y en a de plus en plus. Hein. Donc il y a lui et il y a lui, malheureusement. Quoi. Vous leur demandez, ils vous le diront. Qu'est-ce qui se passe avec comment vous appelez? Christophe. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Ah, il se passe rien, c'est juste le gouvernement. Le gouvernement, son travail machiavélique là, depuis 5 ans. 5 ans que la France tombe de haut. 5 ans que les familles sont de plus en plus endettées. 5 ans que nous avons des lois liberticides que nous ne pouvons pas combattre. Il est impossible de combattre une loi en France qui est la 49.3. Vous êtes sans domicile maintenant? Je suis sans domicile. J'ai perdu mon travail à cause du Covid. Puisque j'étais commercial et du coup avec les lois liberticides etc. je n'avais plus le droit d'aller voir ma clientèle. Je me suis retrouvé petit à petit, je me suis retrouvé sans revenu, j'ai perdu mon logement, j'ai divorcé, j'ai perdu mes enfants. Ça fait maintenant 1 an que j'essaye de combattre pour essayer de m'en sortir. Quand je vois qu'à chaque fois que je demande de l'aide, on me dit non, désolé, tu n'es pas immigré, ou tu n'es pas alcoolique, ou tu n'es pas toxicomane, j'ai aucune chance de m'en sortir. Comment vous voyez votre futur? Alors le futur dans la France, il est assez compliqué parce que moi je suis gilet jaune par conviction. Après, nous sommes des millions dans les rues, mais des millions aussi à être interdits de sortir dans les rues. Il est impossible pour nous de revendiquer quoi que ce soit. Le gouvernement a décidé de nous museler, le gouvernement a décidé par leur... on va y revenir par les confinements, par les couvre-feux, etc. Il a décidé de nous museler. Les manifestations sont encadrées, nous sommes nassés. La police intervient, il y a plus de policiers que de manifestants. Nous avons déjà, je crois, 14 mains arrachées, une dizaine d'œils crevés. Donc ce qui fait peur à la population. Et du coup, elle ne veut plus sortir, elle a vraiment peur. Nous avons pratiquement 900 prisonniers. Nous avons à peu près 10 000 personnes interdites de Paris. Par exemple, moi, actuellement, je suis interdit de l'Assemblée nationale. Après, je n'ai plus rien à perdre puisque je suis SDF, comme je vous ai dit. Mais moi, je pense que par la peur, on maintient un peuple. Et je pense que la seule solution serait la révolution. C'est malheureux à dire, c'est dommage à en venir là. Mais ça serait la seule solution pour retourner ce gouvernement multinational. Et nous, les Français, nous gagnons 1200 balles par mois, nos loyers sont à 1000 balles, on en paye 300 balles d'impôts, on n'a plus de quoi vivre, on n'a plus de quoi acheter à manger, se nourrir, la vestiture, etc. On ne peut plus. Là, le peuple est en train de craquer. Le problème pour l'instant, c'est qu'il y a encore à manger. Et j'espère qu'un jour, il n'y aura plus à manger. Là, le Français sortira son cul et là, il ira combattre. Actuellement, ce n'est pas d'actualité, mais j'espère de tout mon cœur que par la suite, on essaiera tous ensemble. Il n'y a pas qu'en France, c'est européen, c'est mondial. J'espère qu'on sortira tous les doigts du cul et puis qu'on ira au combat. Et voilà. Quel est votre quotidien maintenant? Mon quotidien, écoutez, essayer de faire des papiers. On ne peut rien faire d'autre. Pour aller manger, on a besoin d'aller voir une mairie, demander à une institution sociale un ticket restaurant. Et ça nous prend des journées entières pour aller prendre une douche. Donc en fait, même ça, au niveau social, on est maintenu dans la pauvreté, dans la misère. Vous voyez, ils nous maintiennent par leur association, ils nous obligent de passer par des associations. Moi, je pense que ça devrait être naturel d'aller. On est quand même au pays des droits de l'homme. En tant que Français, le pire. Nous allons dans une association, il nous faut 7 jours pour avoir un bon alimentaire. Mais par contre, on peut débloquer 25 000 logements pour les Ukrainiens en une journée. Et ça, c'est pas normal. Alors oui, bien sûr, il y a énormément de peuples qui souffrent, mais les guerres ne sont pas faites par les populations, elles sont faites par les politiques qui mènent des guerres. Mais c'est normal que chaque nation défende aussi d'abord son bien avant d'aller voir celle des autres. De plus, cette loi ne retire pas le pass sanitaire à l'entrée des hôpitaux, des EHPAD et des établissements accueillant des personnes handicapées, et c'est un scandale national immense. Encore pire, cette loi ne prévoit pas de rétablir dans leurs fonctions et dans leur métier les travailleurs suspendus, notamment les plus de 15 000 soignants suspendus qui n'ont plus un rond pour vivre parfois depuis presque 1 an.
Et je vois en tant que médecin généraliste beaucoup d'effets secondaires. La médecine générale a changé et malheureusement c'est des effets secondaires qu'on ne sait pas soigner, des douleurs notamment musculaires, neurologiques, des problèmes de coagulation chez des bébés de 6 mois dont les mères ont été vaccinées. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de patients qui ne vont plus à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils ne peuvent pas accéder aux soins spécialistes parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire. Même pour passer aux urgences, ils se font rejeter et ça c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà. Et vous pouvez encore exercer votre métier? Pardon? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi j'ai quitté l'hôpital parce que mes patients étaient obligés de venir avec un test et ils arrivaient en pleurs parce que c'était leur corps défendant et c'est inadmissible. On peut pas, c'est inadmissible d'imposer ça à des gens qui ne le veulent pas. On ne peut pas soigner les gens contre leur avis parce que si vous voulez, ça crée un effet négatif quand on donne un traitement à quelqu'un qui le refuse. C'est une contradiction absolue. Toute la médecine est basée sur la participation du patient à son traitement. Quand on contrevient à cela, on commet une faute grave pour la santé des gens. Il se passe quelque chose de grave dans le monde à l'heure actuelle. Nous sommes passés dans un deuxième monde, un monde où on oublie le droit des gens à disposer de leur corps, où on empêche les médecins de s'exprimer librement. Nous sommes dans une vraie dictature sanitaire. Elle est en train de s'imposer de façon douce, mais elle s'impose de façon puissante. Les vaccins sont les effets des laboratoires. On est en train d'utiliser une thérapie génique qui n'a jamais prouvé son efficacité. Et là, on est en train de voir que malgré les vaccins, le virus circule, qui prouve encore l'inefficacité de cette thérapie génique. Et pourtant, ça continue. Donc, nous sommes pilotés par des intérêts qui ne sont pas médicaux. Par contre, ce qui est complètement anormal, c'est qu'on fasse travailler des médecins malades du Covid. C'est une absurdité totale. Il n'y a aucun sens d'intelligence ni de cohérence. Je vous dis, on ne pratique plus la médecine, on pratique une politique. C'est autre chose. C'est-à-dire, vous voulez dire les médecins qui ont eu la Covid positive qui travaillent à l'hôpital? Actuellement, il y a des médecins malades à qui on dit « venez quand même travailler à l'hôpital, même si vous êtes malade ». Et les infirmières, c'est pareil. Tout l'hiver, les infirmières qui avaient le Covid étaient obligées de venir travailler à l'hôpital. Enfin, c'est inadmissible. C'est n'importe quoi. Vous voulez dire les infirmières, les médecins ont eu la Covid, continuent de travailler Voilà. Ils continuaient de travailler, on leur demandait de travailler alors qu'ils étaient malades et possiblement contaminants. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. On vit en absurdie. Hein? On ne demande pas l'avis des médecins de la base. Le réseau Sentinelle existe en France. Il renseigne de façon très précise sur l'état sanitaire dans les cabinets médicaux et libéraux. On ne s'en est jamais servi. On donne toujours la parole au personnel hospitalier qui sont dans un lien de dépendance vis-à-vis de l'État, donc qui ne s'expriment pas librement. Pourquoi ne fait-on pas appel aux médecins libéraux qui sont au contact de la réalité des choses? On n'a jamais imaginé que des gens devaient se déplacer ou ne pouvaient pas aller quelque part, se faire soigner, ou que des gens ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. En plus, c'est une honte puisque ce n'est pas une histoire de santé, puisqu'on est bien portant, comme dit la personne d'avant, bref, c'est une supercherie. Donc on n'a pas envie d'être limité dans nos mouvements. Je sais pas. Et cet été, est-ce que vous allez partir en vacances? Moi, si je pars, je partirai un tout petit peu et j'ai prévu de partir en voiture puisque je pense que je n'aurai pas la possibilité de me déplacer par le train à cause du pass. Donc vous restez en France? Oui. Ouais, je reste en France, oui, puisque de toute façon, je n'ai pas le droit d'aller ailleurs puisque je suis obligée de montrer le pass encore. Est-ce que tout l'entourage, c'est le même avis que vous? Non, mon mari, non, il est de l'autre côté. C'est dur dans un couple, mais ça va quand même, on s'aime. Non, mais enfin, bon, c'est terrible ce qui se passe. Parce qu'on parle aussi de crédit à la chinoise et on y vient partout.
Une fois que les espèces auront disparu et que tout sera porté sur notre carte bancaire, on n'aura plus le droit de penser, plus le droit de s'exprimer. Quand même, ce sont des outils de contrôle. C'est-à-dire, si jamais c'est élargi comme en Chine, c'est dangereux. Et est-ce que vous avez aussi cette inquiétude ? Non, je n'ai pas cette inquiétude parce que c'est un dispositif qui est exceptionnel, qui répond à une situation exceptionnelle. Et les gens qui critiquent ce dispositif, ils mélangent l'état général d'une organisation, d'une gouvernance d'un pays, et puis les situations exceptionnelles. Nous avons une situation exceptionnelle, il faut donc répondre par des mesures exceptionnelles. Mais en aucun cas, l'idée c'est de pérenniser ces moyens de contrôle qui sont faits uniquement pour des questions sanitaires. Pour vous, parce qu'en Chine, c'est déjà arrivé, c'est-à-dire ils profitent de ce code vert Covid, il peut changer d'un coup en couleur rouge pour justement empêcher les gens de se déplacer. Pour vous, en France, il n'y a vraiment pas cette inquiétude? Non, il n'y a pas cette inquiétude. Il y a forcément des mesures restrictives qui peuvent être prises si tout à coup les hôpitaux commencent à nouveau se remplir ou les formes de la maladie sont à nouveau très graves. Mais on a un système de contrôle démocratique qui fait qu'un gouvernement ne peut pas dériver comme ça sans qu'il y ait des systèmes de contrôle qui lui interdisent de dériver vers le tout sécuritaire. La motion de censure qui est prévue par la Constitution, article 49, alinéa 2. Il n'y a aucune raison valable de ne pas la voter. D'où qu'elle vienne, que ce soit de LFI, que ce soit de LR, que ce soit du RN, on s'en fiche complètement, on pense à la France, on pense à l'avenir et on la vote. Aujourd'hui, la motion de censure, donc pourquoi cette action? Tout simplement pour faire apparaître une réalité qu'on ne peut pas cacher plus longtemps en français. Il y a une majorité relative, mais qui s'appuie aussi sur une majorité tacite avec la droite et avec l'extrême droite. Et donc, nous voulons dénoncer cet état de fait et ne pas laisser penser que tout se passe normalement au Parlement. Ça n'est pas vrai. La semaine dernière, la Première ministre a fait une déclaration présentant son programme, mais elle n'a pas permis qu'on puisse voter. Et donc nous avons déposé cette motion de censure pour qu'on puisse voter, pour savoir si on fait confiance ou pas au gouvernement. Et donc nous avons appelé cette motion de censure une motion de défiance pour dire que non, ce n'est pas possible. Non, le gouvernement actuel n'est pas le gouvernement que nous soutenons et que oui, nous portons une politique qui est différente avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Donc c'est quoi? Vous n'êtes pas d'accord de ce nouveau gouvernement? Nous trouvons que le gouvernement mène une politique qui est en faveur des intérêts des plus riches et qui ne prend pas assez en considération la situation sociale des Françaises et des Français. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il change de politique. Mais pour cela, il faut qu'il nous écoute. Et déposer une motion de censure, c'est aussi attirer l'attention du gouvernement sur l'opposition que nous représentons et marquer aussi le coup pour dire voilà, il y a un gouvernement et il y a une opposition, et cette opposition, c'est nous. On va dire que c'est une motion de censure qui est déposée par... comment dire, je ne sais même pas quel terme utiliser, le terme ne me vient même pas, mais par prévention d'une future action gouvernementale. Mais moi, je préfère laisser le gouvernement agir, voir comment il agit. Et si dans quelques semaines, dans quelques mois, on voit que sur un texte précis, il y a un blocage qui fait que pour nous, la position du gouvernement est intenable, et bien nous pourrions éventuellement déposer une motion de censure. Et j'ai hâte de voir le jour où nous poserons une motion de censure, voir quelle sera la position de la NUPES, qui aujourd'hui nous accuse de jouer le jeu du gouvernement, mais je pense que le jour où nous déposerons une motion de censure, ça m'étonnerait qu'ils la votent aussi. Donc on pourra leur envoyer les arguments à l'envoyeur, comme on dit. D'abord, c'est un exercice démocratique, donc chacun a le droit à présenter une motion de censure, bien évidemment. Derrière, sur le fond, je pense que c'est un numéro de claquette qui est perdu d'avance de la part de LFI. Avec l'exploit de l'équipe de M. Mélenchon, c'est d'avoir anesthésié totalement ses partenaires pour l'occasion, les Verts, les socialistes et les communistes. M. Mélenchon dit que ceux qui vont descendre du train vont avoir très mal. Je pense qu'ils vont vite se rendre compte qu'ils n'auraient peut-être pas dû y monter dans le train. Tellement on ne peut pas cautionner ce type de philosophie qui consiste à dire que la police tue, que les journalistes sont des abrutis et que les chefs d'entreprise sont des parasites.
transit. Donc c'est pour moi difficilement compatible. Et d'ailleurs, dès ce matin, M. Roussel, communiste, a expliqué qu'il ne cautionnait pas ces propos. Donc on sait déjà, et moi je ne suis pas cartomancienne, je ne lis pas dans le mar de café. Ce qu'on sait déjà, c'est que cette motion de censure n'arrivera pas au bout, qu'elle va faire pchit, et que c'est autant de temps perdu pour les Français. Et l'urgence des Français, ce n'est pas une motion de censure. L'urgence des Français, c'est de dire que dans l'Assemblée nationale qu'ils ont voulu, dans l'hétérogénéité des sensibilités, ils veulent de la richesse pour une seule raison, avoir le résultat d'un pouvoir d'achat qu'ils attendent, parce que l'urgence du pouvoir d'achat, c'est l'urgence d'après-demain, et certainement pas de l'automne, vous voyez ? Donc il y a urgence à agir pour les Français. Et pour moi, la seule boussole doit être les Français. Certainement pas les chicaneries entre appareils politiques qui n'intéressent absolument pas nos administrés qui nous ont élus. Je ne voterai pas cette motion de censure parce que je considère qu'on est au tout début d'un mandat, que la motion de censure c'est quelque chose d'important, de stratégique, qui est dans les mains des parlementaires pour faire tomber un gouvernement. Il faut l'utiliser à bon escient. Et là, cette motion de censure a été déposée avant même la déclaration de politique générale du gouvernement, ce qui veut dire qu'elle était complètement destinée à la communication et en aucun cas dans l'intérêt des Français. Elle n'était pas politique, elle était de la com. C'est-à-dire peut-être un jour, Rassemblement national peut faire justement cette... Évidemment qu'on utilisera, malheureusement, parce que ce gouvernement fera forcément des projets de loi néfastes pour le peuple français, que ce soit sur les retraites, sur l'immigration, sur la sécurité. Et à ce moment-là, évidemment qu'on se réservera le droit, puisque notre groupe est assez nombreux pour déposer une motion de censure. Mais cette fois-ci, on choisira le moment, on en choisira les termes, on en choisira les idées. Bien écoutez, nous ne la voterons pas. Nous n'avons rien de commun avec NUPES, la France insoumise, d'une part, et puis d'autre part, nous ne sommes pas à la recherche d'un coup politique sans lendemain. Votez cette motion de censure et votez contre la loi Covid qui doit finir aux poubelles de l'histoire. Dehors les traîtres, dehors les fossoyeurs de la liberté et de la nation. Bienvenue au peuple de France, seul souverain. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Liberté! 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 Est-ce que depuis 3 ans, votre vie a changé? Oui, considérablement, oui. J'ai été obligé de changer de travail. J'ai beaucoup d'amis qui ont perdu leur emploi à cause des mesures pseudo-sanitaires qui ont été prises. Oui, il y a eu de gros changements, hein. Sans compter les morts, les vaccinés, enfin les soi-disant vaccinés, qui ont reçu une injection plus exactement. Et oui, moi je suis totalement opposé à tout ça. Tout ce qui se passe depuis 2 ans est absolument impensable. C'est le contraire des valeurs de base de l'humanité, je dirais. De l'humanité. Et c'est une violation de tout ce qui peut faire qu'une civilisation soit une civilisation. C'est vraiment une violation de tout ce qui fait qu'on est une civilisation, vraiment. Dès le départ, vous avez la même vision que maintenant, depuis le début de la Covid. Non, c'est pire. J'avais pas une forcément bonne idée de nos gouvernants. Depuis qu'un certain serpent a pris les rênes du pouvoir avec l'appui des médias et de ceux qui nous gouvernent derrière, déjà j'en avais pas forcément une bonne image, mais ça s'est aggravé chaque jour un peu plus. Le contrôle ne leur suffit pas, le surcontrôle ne leur suffit pas, le surcontrôle peut-être serait envisageable, mais ils nous menacent peut-être encore d'autres surprises. Ils sont très très créatifs et leur force, c'est surtout les gradients, les étapes. Ils font tout par palier. Est-ce que depuis, votre vie a beaucoup changé? Déjà, la plupart des prestations que je faisais, je les fais maintenant en ligne. Comme ça, c'est plus simple. Sinon, je ne m'en serais pas sorti. J'ai dû perdre 6, 7 000, 8 000 euros après que le serpent ait fait son discours le 16-17 mars 2020. En 3 phrases, j'ai perdu 6, 7 000 euros. Je me suis organisé, plan hors sec, machin. Pourquoi vous avez perdu 6? Parce que j'avais des prestations qui étaient outdoor, qui étaient à l'extérieur. Et toute la vie s'est annulée quand même. Enfin. Certaines oppositions nous disent « on ne la votera pas parce qu'il faut, je cite, donner sa chance à Elisabeth Borne ».
Je me demande si c'est une plaisanterie. Macron en est à son 2e mandat. Elisabeth Borne a été déjà ministre pendant 5 ans. Alors, donner sa chance à quoi? Ils l'ont eu largement, leur chance. Donner sa chance à qui? Aux lobbyistes de Uber? Aux meilleurs copains de McKinsey? Désormais, nous ne savons même plus par qui nous sommes gouvernés. Sommes-nous gouvernés par McKinsey, par Capgemini ou maintenant par Uber? Qui nous gouverne? Moi j'aimerais savoir qui nous gouverne, j'aimerais savoir au nom de quoi les décisions sont prises. Est-ce que c'est au nom du peuple français ou au nom d'intérêts qui nous échappent? On a aujourd'hui un gouvernement dont on apprend semaine après semaine qu'il est dirigé par des intérêts privés, qui sont ceux des lobbyistes, ceux des cabinets de conseil, qui viennent et qui s'infiltrent progressivement dans la décision publique et qui transforment la décision publique et qui la transforment à leur simple profit. On a un président de la République, à l'époque ministre des Finances, de l'économie, pardon, qui s'est joué de nous, qui appartenait à un gouvernement qui n'avait pas envie de favoriser à ce point Uber et qui a utilisé subrepticement dans le dos du gouvernement des moyens qui ont permis à Uber de se développer et de réussir son implantation. Je n'ai rien contre le fait que des entreprises se développent, il en faut. Mais moi je ne suis pas pour l'ubérisation de la société française. Je ne veux pas que tous les salariés soient demain livrés au sort de ceux qui sont les travailleurs de ces plateformes. Je ne veux pas que ces gens-là soient sans droit. Ça fait plus d'un siècle que nous nous battons avec l'ensemble de la gauche et le monde syndical pour obtenir des droits pour les salariés. Je ne veux pas que demain ces droits soient tous annihilés par cette forme d'externalisation du travail qui rend possible l'exploitation directe, le tâcheronnage de ces travailleurs. Voilà. Ce que je pense sur l'affaire de Uber, c'est que indéniablement, les mesures proposées par M. Macron, ministre, et M. Macron, président de la République, ont toutes été dans le sens des plateformes ubérisées. Il ne s'en est pas caché d'ailleurs. Tout le problème maintenant, c'est de savoir si c'est parce qu'il avait des liens anormaux, c'est-à-dire organiques, étroits, avec les principaux responsables de Uber. Là, par contre, ça poserait pas seulement un problème politique, ça serait une affaire d'État. C'est pas étonnant de sa part. C'est un scandale. Espérons que ça ne devienne pas une affaire d'État. Donc, que comptez faire justement le Rassemblement national? Peut-être vous avez lancé une enquête? Non, pour l'instant pas de commission d'enquête, mais en tout cas un œil attentif et puis au développement de cette affaire et le cas échéant, demander véritablement des comptes au président. Maintenant, la commission d'enquête à court terme n'est pas une bonne solution dans le sens où le principal protagoniste, le président de la République, est protégé par son immunité présidentielle, donc il ne pourrait pas être entendu par cette commission, ce qui rendrait la commission d'un intérêt modéré.